Mes objectifs d'entreprise ont toujours été assurer la pérennité financière de l'entreprise tout en gardant une empreinte environnementale la plus basse possible. En faisant des choix strictement financiers avec le temps, je réalisais que ces choix-là m'amenaient à modifier le côté agronomique, ce qui m'a amené à avoir de gros avantages, à me bâtir une résilience au niveau des sols. Et maintenant, on a un discours changement climatique, un discours GES qui se greffe à ça. Je cultive 350 hectares. On est dans des sols relativement légers, des loams argileux à loam sableux. On a une rotation dite typique. Soya, canola, blé, mais concrètement, ma vraie rotation est soya, seigle, canola, blé, couvert à la dérobée. Exemple, sarrasin, pois févrole, seigle. 10-12 plantes qui se suivent en séquence. Premières expériences, je me dirais que c'est l'automne 2000. Là, j'ai compris une chose. J'ai compris, OK, la formule blé d'automne derrière un soya, ça fonctionne pas. Mais j'ai compris que le semi-direct était une belle avenue, une avenue intéressante, mais que je ne connaissais pas. Là, c'est quoi 24 ans de semi-direct? Ben, 24 ans de semi-direct, c'est ça. C'est 20 pouces, grosso modo, qu'on a bâti avec le temps. Au début, on avait le premier 2 pouces de surface, qu'est-ce qui était brassé. Mais là, avec le temps, on s'est bâti une structure. Tu sais, qu'on parle de résilience, c'est cette éponge-là. Tu sais, qu'on est capable d'avoir... qui est capable d'avoir une réception d'eau, qui est capable de vivre avec les périodes secs de l'année. Chaque petit geste compte. OK? Mais c'est quoi un petit geste? 2 petits gestes, fais-tu un grand geste? Un petit puis un moyen, fais-tu un pas pire geste? Fait que c'est là que j'ai commencé à challenger mon agronome. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me trouves une méthode, un truc. Il y a sûrement quelque chose qui existe pour évaluer les GES sur la ferme. Mon agronome est venu me voir, a dit, il y a un projet, on écharge les fermes pilotes, puis on va évaluer l'émission de GES s'il y a lieu sur les fermes. Ça te tente-tu? Fait que j'ai répondu présent. Vient la fameuse journée, le 5 février 2022. J'ai rencontré Charlotte Caudron. Sur un bilan carbone pour une ferme en grande culture, il y a vraiment 3 grands secteurs d'émissions. Le premier secteur d'émissions, c'est vraiment au niveau des champs. Puis ensuite de ça, on va retrouver souvent les engrais, la production des engrais. Puis enfin, on va retrouver les carburants, donc toute l'énergie. On retrouve facilement 75% des émissions sur une ferme en grande culture qui sont issues des sols. C'est majoritairement de l'azote, du protoxyde d'azote qui est émis. Puis ça, c'est vraiment dès qu'il y a de l'azote disponible dans les sols. Donc, que ce soit de l'azote organique, minéral, même issu des résidus de culture, naturellement, dans la décomposition de l'azote, ça peut être transformé en protoxyde d'azote, surtout si on est dans des conditions anaérobiques, donc c'est-à-dire sans oxygène. Donc, on va retrouver ces conditions majoritairement quand on est après une pluie, à la fonte des neiges. J'ai pas la prétention de dire qu'on est rentré dans le projet là en fanfaron, mais on se disait, on était quand même appuyé d'une bonne vingtaine d'années semi-direct, un système de plantes de couverture en appui, structure de sol, on se disait, je dois être pas pire. J'ai su par après que quand Charlotte Caudron a montré mes résultats à mon agronome lui a dit très clairement, méfie-toi, il s'attend pas à ça. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Ça nous a frappé comme un coup de pelle dans le front. À ma grande surprise, j'émettais au-delà de 6 tonnes de GES par hectare. Fois 350 hectares, fait que on allait jouer dans 4 chiffres, puis c'était pas un 1 au début. Au moins, ce que je trouvais vraiment intéressant, puis vraiment le fun, c'est qu'on commençait à avoir le langage. On parlait un peu comme un langage économique d'argent. On avait un langage de chiffres, GES, puis ça me parlait. C'était pas le fun, ce que j'entendais, mais au moins, on commençait à parler à ce niveau-là. On a fait un bilan rétroactif 2017. Donc, entre 2017 et 2022, on pouvait intégrer tous les changements. Ça nous a réconcilié un peu avec le bilan qu'on avait, dans le sens que ces changements-là nous avaient permis j'arrondis, de diminuer nos émissions au niveau de la ferme, grosso modo de 20%.
Exemple, on pense suite au carburant, propane, diesel, était une fraction de la facture. La majeure partie de la facture était l'empreinte azote. La raison principale pourquoi j'ai abandonné le maïs-grain, c'est que dans mon système de semi-direct avec un système de culture, de couverture en parallèle, j'avais entre 35 et 40 de mes superficies de terre que je n'étais plus capable d'aller implanter mes plantes de couverture. Et économiquement parlant, de toute façon, le maïs-grain n'était jamais mon joueur de première ligne, d'où l'intégration du canola pour favoriser mon implantation de céréales d'automne afin de libérer l'espace puis de lâcher le maïs-grain. On a réduit nos achats de diesel, nos achats de propane de façon vraiment accélérée, l'an 1. Les principaux points sur lesquels Éric peut encore travailler, c'est majoritairement la gestion de l'azote. Et donc, dès qu'il va travailler sur l'optimisation de sa fertilisation et notamment la valorisation de ses lisiers. Tu fais un couvert, pourquoi tu fais un couvert? Tu veux couper tes coûts pour tes coûts d'azote, c'est ça qui te fait le plus mal. C'est la première affaire. Fait que le monde va planter des pois, vont planter du trèfle, des légumineuses. Le monde pense pas à se bâtir une structure, pense azote, azote, azote. C'est juste ça que tu penses au début. Dans mon système, à moi, je me suis rendu compte que je croulais sur l'azote. On est déjà en excès d'azote, puis en plus de ça, tes rotations, c'est beaucoup de légumineuses déjà, donc on peut même pas travailler sur ce bout-là. Au contraire, on avait la réflexion de voir justement éventuellement à restructurer tes cultures de couverture pour essayer même là de prendre des cultures qui vont plus pomper de l'azote. Oui, je suis en mode fini de passer mes inventaires de poids, mais là, je l'ai remplacé par la févrole, qui est pas, en termes d'azote, n'est pas meilleure. Pourquoi la févrole? Parce que beaucoup plus de racines, structure de sol, on veut toujours améliorer notre structure, résilience, bon. On regarde aussi éventuellement l'utilisation d'inhibiteurs. Donc, les inhibiteurs, c'est une molécule qui permet d'inhiber les micro-organismes du sol qui vont participer à la minéralisation de l'azote et donc aux émissions de protoxyde d'azote. L'utilisation d'un inhibiteur, ça va dépendre des coûts, mais les coûts sont pas si importants que ça. Même en utilisant un inhibiteur, grosso modo, ça aurait affecté les marges économiques d'une dizaine de dollars à l'hectare. C'est sûr, 350 hectares, c'est 3500. Comment on bâtit un sol résilient? Il faut mettre de la vie dans le sol, il faut mettre des racines. Oui, il y a tout le faire attention, de surveiller nos passages, nos poids de machinerie, une gestion des passages vraiment réfléchie. Ce que j'essaie de produire, c'est jouer des racines vivantes le plus longtemps possible, tout au long de la saison. Fait que j'y vais à relais, d'où l'intérêt pour le sarrasin. On le voit, là, le sarrasin qui est super hâtif, a eu le temps de fleurir, commence à flétrir. Là, tranquillement, pas vite, on voit la févrole, le pois prennent le relais. On a vu la févrole qui commence à fleurir, elle est déjà en fleurs. Elle, avec le temps, elle va se rendre à terme. Puis on a le seigle entremêlé entre ça qui va finaliser la saison, qui va étirer la saison jusqu'à la fin. Comme ça, j'ai toujours des racines vivantes dans le système. On récolte, on a du lisier appliqué, des amendements, peu importe ce qu'on a à faire. La semeuse suit tout le temps par derrière. Je passe pratiquement 2 fois chaque hectare de mes terres, tout le temps, à chaque année. Je peux m'appuyer sur une structure de sol que j'ai bâtie avec le temps qui me donne une belle résilience. Mais n'empêche que cette année, je voyais un peu la limite. On a implanté nos couverts cette année, je vois de mémoire, peut-être 2-3 jours avant le fameux gros 100 mm qui était relativement gérable. Là, on a dû faire justement du repatchage dans des zones pour aller ressemer. Parce que je ne veux pas laisser une zone de terrain à nu. Peu importe la couleur de la ferraille et des bébelles qu'on va voir sur la ferme, l'actif principal va toujours être le sol dans une ferme de grande culture.